cette éternité n'est pas du tout la négation du temps. C'est au contraire son accomplissement. Il y a l'idée qu'il y a un temps qui n'a pas de fin, donc un présent qui se réactualise sans jamais disparaître. Okay. Ou bien est-ce que l'éternité, c'est quelque chose qui relève plutôt de l'instant? Ça a été dit par Heinz tout à l'heure. On parle d'instant d'éternité. C'est-à-dire la sensation que ce qui se passe là a un parfum d'éternité, c'est-à-dire ne pourra pas être effacé. Ce qui est le cas de tous les événements, sauf que celui-là nous fait sentir plus que les autres qu'en effet, ça a un parfum d'éternité. Et donc, l'instance, enfin l'éternité, se recroqueville et s'accomplit dans l'idée d'instant et non pas dans l'idée d'un temps qui ne s'arrête jamais. Mais j'en parlerai un peu plus samedi. À l'instant, vous la faites, c'est-à-dire la cellule en question retrouve dans son futur un état qu'elle a connu dans le passé. D'accord? Donc, vous faites vivre à cette cellule une expérience de réversibilité dans le temps, mais qui n'implique nullement que vous reveniez à l'instant où elle a été dans le premier état. Donc vous n'êtes pas revenu dans le passé. Non, elle a rajeuni, elle est redevenue telle qu'elle était dans le passé, mais elle n'est pas retournée dans le passé. Elle a retrouvé dans son futur un état qu'elle a connu dans le passé. Elle n'a absolument pas voyagé dans le temps. Sinon ça se saurait, puis ça... Tout à fait. Des crèmes dites rajeunissantes. J'ai trouvé que c'était la publicité la plus cynique qu'on puisse imaginer. C'était pour une femme, c'est beau d'avoir 50 ans, surtout quand elle en paraît 40. C'est horrible. Et non, oui, et il y a toujours cette idée avec les crèmes rajeunissantes, qui est la même confusion que celle que, je suis désolé de vous le dire, vous avez faite, c'est qu'on va pouvoir retourner dans le passé. Rajeunir. Mais rajeunir, ça n'est pas retourner dans le passé. D'ailleurs, personne ne veut retourner dans le passé. Rajeunir, c'est paraître plus jeune qu'on paraît, mais en restant en 2015. Personne ne veut se retrouver en 2013 quand tout le monde est en 2015. Parce que se retrouver en 2013 quand tout le monde est en 2015, c'est disparaître, c'est pas rajeunir. Alors, il reste logique. Ou est-ce que c'est simplement des fonctionnalités régulières qui s'expriment? Ou est-ce qu'il y a vraiment des lois? Et si oui, pourquoi est-ce que ces lois échappent à la mathématisation qui a fait ses preuves en physique? Autrement dit, s'il y a des lois physiques, des lois biologiques, pardon, est-ce qu'elles bénéficient d'une extraterritorialité par rapport aux lois de la physique? Est-ce que c'est simplement des lois qui se manifestent quand la complexité d'un système atteint un certain seuil ou dépasse un certain seuil? Ou est-ce que c'est des lois qui s'ajoutent aux lois physiques? Autrement dit, est-ce que les lois de la vie sont un supplément aux lois de la matière ou pas? On peut poser la même question à propos de la conscience. Est-ce que le cerveau est un système physique particulier? Ou est-ce que c'est un lieu qui accueille un truc particulier qui ne dépend pas de lui, qui s'appelle la conscience? Personne ne connaît vraiment la réponse, mais il y a beaucoup de travaux qui se consacrent à ces questions-là. Il y a eu l'espoir de ce qu'on appelle le physicalisme, hein, l'idée que la physique allait coloniser toutes les autres disciplines, y compris la biologie, et on ne peut pas dire que ce soit un succès très manifeste. Bon, Madame Urgon a posé une question sur le présent collectif, disons sur le temps social, moi je le comprends comme ça, c'est-à-dire, moi je crois que on se trompe quand on dit que justement le temps s'accélère. Évidemment, c'est une phrase qui n'a pas de sens, parce que le temps n'a pas de vitesse, mais on comprend ce que veut dire cette phrase. Le temps s'accélère, ça veut dire que le rythme qui nous est imposé est un rythme de plus en plus rapide. C'est le rythme, pas le temps qui s'accélère, ce sont les rythmes de production, les sollicitations, etc. Or, je ne crois pas du tout que ces rythmes s'accélèrent. D'ailleurs, les gens marchent de plus en plus lentement dans Paris. Ça glande énormément. Les terrasses de café sont toujours pleines. Enfin, il y a quand même un ralentissement des rythmes, des rythmes des corps, je veux dire. Je plaisante. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'on soit speedé. Non, on a le temps de faire toutes sortes de choses que nos ancêtres ne pouvaient pas faire. En revanche, non, je pense que ce n'est pas un système d'accélération. C'est là-dessus que j'ai discuté avec Rosa, on n'était pas d'accord.
même si c'est une question de vocabulaire, nous vivons une superposition de présents multiples. Et c'est cela qui nous stresse. Oui. D'ailleurs, quand vous avez le temps, je dis l'expression, de faire ce que vous devez faire, et si cette tâche peut être accomplie à l'exclusion de toutes les autres, vous êtes dans un confort psychique extraordinaire. Qu'est-ce qui menace ce confort psychique? C'est le fait d'être constamment dérangé. C'est-à-dire de vivre un présent qui est saturé de sollicitations venant de partout, d'un email, d'un coup de fil, d'une injonction. Bref, vous êtes soumis à des contraintes paradoxales. Et c'est ça qui crée le burn-out et ces choses-là. Et donc moi je pense qu'on se trompe en pensant à une accélération du temps. Les vitesses de transport diminuent, les trains vont de plus en plus lentement, les avions vont de plus en plus lentement. Il n'y a même plus de projet d'avion supersonique pour le transport des passagers. On a atteint une limite. On n'ira pas plus vite que maintenant. On va même de plus en plus lentement. En revanche, nous vivons une espèce de schizophrénie qui nous empêche d'être ensemble. C'est-à-dire que nos rapports au temps individuels se désynchronisent. Parce que chacun peut organiser avec les outils qui sont à sa disposition le rapport personnel qui lui convient par rapport aux sollicitations qu'il reçoit ou qu'il va chercher. Enfin, moi, je suis d'une famille de 7 enfants. Quand il fallait à la table, il y avait une cloche et lui. Tout le monde arrivait en même temps. Aujourd'hui, pour synchroniser des comportements collectifs, dans une famille par exemple, lorsque l'un est au téléphone, l'autre sur l'ordinateur, etc., c'est presque impossible. Autrement dit, c'est parce que nous individualisons notre rapport au présent que l'idée même de temps collectif et même de projet collectif a du mal à être formulée. J'ai oublié la... Ah oui. Oui, alors. C'est l'histoire du boson de Higgs, c'est un peu long. Mais en gros, ce que nous montre la découverte du boson de Higgs, c'est qu'en effet, dans l'univers primordial, les particules élémentaires n'avaient pas de masse. Les électrons n'avaient pas de masse, les quarks n'avaient pas de masse. Alors vous l'avez dit vous-même, en relativité, pour qu'il y ait un temps propre, il faut qu'il y ait une masse non nulle. Donc cet univers-là, il y avait un temps cosmologique, mais pas un temps propre des particules. Et puis tout d'un coup, à l'issue de ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie, s'est installé un champ quantique, qu'on appelle le champ de Higgs, avec lequel les particules de masse nulle se sont couplées plus ou moins fortement. Elles ont interagi avec ce champ. Et l'intensité de ce couplage a déterminé leur masse. Donc tout d'un coup, elles ont acquis de la masse, et c'est ça qui a déclenché le temps de la matière, c'est-à-dire le temps propre des particules. D'ailleurs, le vrai nom de la particule, c'est le boson scalaire de Higgs. Et l'anagramme de cette phrase, c'est l'horloge des anges ici-bas. C'est-à-dire que les particules avant étaient des espèces d'anges, de fantômes sans masse, puis tout d'un coup, à l'issue d'une brisure spontanée de symétrie, elles ont acquis de la masse, donc un temps propre. Pour savoir ce que c'est qu'une brisure spontanée de symétrie, c'est compliqué en fait. C'est quand les équations sont plus symétriques que la situation qu'elles décrivent. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de la flèche du temps qui est en contradiction avec les équations de la physique qui sont réversibles. Il paraît, c'est une analogie, il paraît qu'il y a des endroits où on trouve des maris qui cherchent des jeunes filles et des jeunes filles qui cherchent des maris. Donc là, je prononce un énoncé qui est symétrique. Les jeunes filles cherchent des maris, les maris cherchent des jeunes filles. Donc on a l'impression d'une situation symétrique entre les maris et les jeunes filles. Moi, je ne connais pas ces endroits, hein, mais on m'a raconté. Et en fait, les gens qui me racontent me disent qu'en fait, non, c'est pas exactement ça. C'est des endroits où les jeunes filles cherchent des hommes qui ne sont pas encore des maris, alors que les maris cherchent des jeunes filles qui sont encore des jeunes filles. Et donc, il y a une brisure spontanée de symétrie entre le discours théorique et la réalité des faits.